Aujourd'hui, le ministère de la Justice annonce le démantèlement du marché du dark web Alphabet. L'auteur du crime était un expert en technologie, considéré comme le cybercriminel numéro 1. Il possédait 2 maisons contiguës, puis il en acheta une autre. Toutes ces voitures étaient de luxe, mais nous n'avons pas réussi à savoir ce qu'il faisait comme métier. Le site web rapportait près d'un demi-million de dollars par an. Concrètement, de 3 à 500 millions de dollars par an. Je m'appelle Paul Craig, je suis le directeur du piratage informatique chez Vantage Sécurité. Imaginons que vous possédez une grande quantité de produits illégaux dans l'intention de les vendre. Vous ne pouvez pas aller sur Carousel et placer une annonce pour ces produits. Le dark web a donc répondu à ce besoin en devenant un marché où les gens peuvent vendre des choses illégales. Les marchés du dark web sont les marchés noirs de l'Internet. Ici, nous pouvons obtenir un diplôme de presque n'importe quelle école pour 0,1 bitcoin, soit environ 1000 ou 1100 $. Ici, nous pouvons acheter un passeport britannique avec le prénom de notre choix pour 1000 livres sterling, permis de conduire, carte d'identité, vente spéciale. Vous voulez un permis de conduire norvégien ou danois? Une carte d'identité lituanienne. Qu'est-ce qu'on cherche? 1 gramme de cocaïne colombienne, 75% pur, non coupé, 40 $ américains. Ici même, en première page. Mais nous voyons qu'il y a des choses dangereuses à vendre, car nous avons des armes à disposition. Des AK-47, 500 $. Ce marché a l'air bien conçu. Il a l'air tout neuf et tout à fait légitime. Mais tout cela est illégal. En 2014, le marché du dark web le plus infâme, Alphabet, fut lancé. Il comptait plus de 250 000 d'annonces et au moins 200 000 utilisateurs dans le monde. Les transactions quotidiennes d'Alphabet s'élevaient en moyenne à 800 000 $. C'est le niveau le plus élevé jamais atteint sur le dark web. Il s'agit donc d'eBay sans les enchères ou d'Amazon Marketplace. C'est exactement la même chose dans l'esprit. La seule différence est que le site est anonyme et les gens n'hésitent pas à échanger des biens illicites. Alphabet ressemblait beaucoup à un site de commerce électronique très simple. Il n'y avait que des catégories et des listes de produits et leurs prix. En cliquant sur le lien du produit, nous pouvions voir une photo et une courte description. Très bien noté, excellent critique, très solide, testé en laboratoire. Et beaucoup de gens faisaient des commentaires sur la façon dont ils expédiaient secrètement leurs articles. Le produit était expédié dans un boîtier de CD ou caché dans un vase, par exemple. La majorité des inscriptions sur Alphabet concernaient des stupéfiants ou des drogues. Il y avait des centaines de pages d'annonces pour différentes catégories.
mais aussi beaucoup de photos de stupéfiants, d'armes à feu et de choses généralement illégales. Les vendeurs d'Alphabet étaient principalement originaires des Pays-Bas, de Grande-Bretagne, d'Australie, d'Allemagne, de Chine et des États-Unis. Les marchés comme Alphabet sont intéressants en ce sens car ils transforment le trafiquant de drogue local en trafiquant mondial. Si l'on y réfléchit bien, le marché total de la drogue est énorme. Il s'agit de billions de dollars. Mais votre dealer local ne gagne pas beaucoup d'argent. Les revenus sont assez faibles parce qu'il faut avoir ces interactions face à face. La vente de drogue dans la rue comporte également des risques considérables. Ces opérations ont donc tendance à être assez limitées. Mais en les mettant en ligne, ils reprennent le modèle Amazon du commerce électronique et l'utilisent pour des produits illicites. Bien entendu, cela permet de disposer d'un plus grand nombre de clients potentiels et d'une ouverture plus importante. Vous ne traitez pas seulement avec vos 10 ou 15 clients habituels, mais avec des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de clients potentiels dans le monde entier. Ces sites web n'ont pas beaucoup de contenu, que voici mes produits illégaux à vendre. En 2014, le montant total des transactions sur le marché du dark web a été estimé à 600 000 $ américains. Alphabet a atteint ce volume de ventes quotidiennes après seulement 1 an. Il est rapidement devenu le plus grand marché du dark web de l'histoire. La technologie permettra non seulement aux entreprises légitimes de prospérer, mais aussi aux criminels d'en tirer un meilleur retour sur l'investissement. Il s'agit sans aucun doute d'une grande menace pour l'ensemble des communautés. La police devait prioriser la clôture de ce lieu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, certains fournisseurs de drogue les plus prolifiques utilisent le dark web, qui est un ensemble de sites web cachés auxquels vous ne pouvez accéder que si vous masquez votre identité et votre localisation. En 2017, l'opération Bayonet a été créée, une opération multinationale d'application de la loi ciblant Alphabet. Les pays participants, États-Unis, Pays-Bas, Canada, Royaume-Uni, France, Lituanie, Espagne, Hong Kong, Thaïlande, Chypre, en coopération avec Europol. Au cours de l'enquête sur Alphabet, il était clair que le responsable du marché était une personne connue sous le pseudonyme d'Alpha02X. Le personnel de l'opération Bayonet a commencé à faire des achats sous couverture sur Alphabet. Lorsque de nouveaux utilisateurs s'inscrivaient sur le site, ils recevaient un courriel de bienvenue de l'administrateur du marché. L'adresse électronique semblait appartenir à un Canadien, Alexandre Cazès, né le 19 octobre 1991. Génie de l'informatique avec un quotient intellectuel de 142. L'opération Bayonet remonta l'adresse mail de l'administrateur d'Alphabet jusqu'à Alexandre Cazès. Selon le profil LinkedIn de Cazès, il a fondé une société informatique, EBX Tech, à l'âge de 17 ans. Son profil mentionne les compétences informatiques suivantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'Alexandre Cazès a commencé sa carrière en Internet en vendant des identifiants en ligne obtenus de manière illicite. Il était peut-être issu de cette mentalité de pirate informatique et il a construit son marché sur cette base. Et il était enclin à la technologie.
Il aimait gérer des sites web, il aimait gérer une plateforme de commerce électronique. Il avait une entreprise et elle était prospère. C'est tout à fait dans la nature humaine. Entreprise qui réussit, et cela est quelque chose que vous aimez faire. Peut-être vous fermez les yeux sur ce qui se passe dans votre entreprise ou vous ne vous rendez pas vraiment compte de ce que vous faites. Certains créent des marchés pour des raisons idéologiques. Ils estiment que le gouvernement ne devrait pas dire aux gens ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas mettre dans leur corps, et ils veulent fournir une plateforme en ligne pour cela. Puis, lorsque la place de marché commence à fonctionner, ils se rendent compte que l'argent afflue. En fait, ils ont juste le plaisir d'exploiter ces marchés et c'est essentiellement ce qui les conduit à leur perte. Avec suffisamment de preuves, l'opération Baïonnette a pu émettre un mandat d'arrêt pour 16 infractions pénales contre Alexandre Cazès, complot pour intégrer une organisation criminelle liée au racket, trafic de drogue, usurpation d'identité et fraude sur dispositif d'accès. Leur enquête les a conduits en Asie, le repère de Cazès, d'où il dirigeait Alphabet. Les autorités locales ont été alertées. Au début, lorsque nous avons entendu parler d'Alphabet, nous pensions qu'il s'agissait simplement de clôturer un site web. Je ne pensais pas que ce serait une tâche difficile. Mais mon ami américain m'a donné le contexte. « Shia Podge, tu connais Macro ?» J'ai répondu « Oui, je connais Macro. Macro est énorme. » Il m'a alors demandé « Et si Macro vendait des drogues illicites et était 50 fois plus grand, vous trouveriez que c'est grand ?» La cybercriminalité a causé 600 milliards de dollars de pertes dans le monde, dont 13 millions en Thaïlande en 2018. Plus de 12 millions d'actifs liés à ces crimes ont été saisis cette dernière année. Les enquêteurs n'en revenaient pas de ce qu'ils avaient découvert au cours de l'enquête. Ils n'arrivaient pas à croire que ce genre de choses se produisait dans notre monde. Pour qu'un criminel puisse administrer un site web valant des milliards de bahts, qui a facilité des milliers de crimes sur une seule plateforme, il ne s'agit pas d'un gestionnaire ordinaire. Nous avons appris que le site web desservait plus de 100 000 utilisateurs. Il est inhabituel de trouver autant de trafiquants de drogue rassemblés au même endroit, au même moment. Cela fait 30 ans que je m'attaque au trafic de stupéfiants. Mais cette opération était inhabituelle parce qu'elle faisait appel à la technologie. D'après l'enquête, nous pensions qu'il résidait en Thaïlande et nous avons concentré nos recherches sur ce pays, ce qui a pris plusieurs mois avant que nous ne puissions prouver qu'il se trouvait ici. En 2008, alors qu'Alexandre Cazès avait 17 ans, il a publié un message sur un forum en ligne en utilisant le nom d'utilisateur Alpha02. À la fin de son message, Alpha02 s'est identifié comme Alexandre Cazès et a indiqué une adresse électronique. La même adresse électronique qui envoyait un message de bienvenue aux nouveaux utilisateurs inscrits sur le marché Alphabet. Il a utilisé un ancien compte Hotmail. Il va donc de soi que cela mènera à son historique et à son empreinte numérique supplémentaire. Il a également utilisé d'autres pseudonymes sur différentes plateformes, les mêmes sur le dark web que sur le web normal et le web visible. Lorsqu'on gère une telle place de marché, il existe aussi un risque que certaines de vos actions passées finissent par vous hanter un jour. Bien avant qu'il ne songe à gérer Alphabet, nous parlons d'un événement survenu près de 10 ans avant son arrestation.
Certains de ces éléments ont été utilisés pour relier différentes personnalités en ligne entre elles. Il est très important de s'en souvenir. Tout ce qui est sur Internet reste sur Internet pour toujours. Donc, si vous utilisez une identité quelque part un jour, elle est là et peut éclater n'importe quand avec vos informations. Rien de ce que vous y avez mis n'est complètement effacé. Ce que nous savons est qu'il s'appelait Alexandre Cazès, un Canadien qui vivait ici avec un numéro de passeport. Nous avons ensuite approfondi nos recherches et découvert qu'il avait une épouse thaïlandaise. D'après notre enquête, il ne faisait pas grand-chose. Nous avons découvert que son travail était lié à l'informatique. Donc, nous avons recherché et vérifié ses actifs, qui étaient considérables. Il possédait 2 maisons adjacentes, puis il en a acheté une autre d'une valeur de plusieurs centaines de millions de bahts qu'il était en train de décorer. Il louait également une autre maison, en plus de celle qu'il possédait. Nous avons découvert qu'il possédait une Lamborghini Aventador, le modèle le plus cher, d'une valeur d'environ 959 000 $ américains. Il possédait également une Porsche, une Mini Cooper et une moto BMW. Ce sont tous des véhicules de luxe. Alexandre Cazès pouvait facilement dépenser entre 30 et 47 000 $ américains pour un seul repas. Il était capable de dépenser de l'argent pour n'importe quoi. Il vivait très luxueusement. Cazès n'était pas visible sur les réseaux sociaux. Mais sous le pseudonyme de Fish, il se vantait de sa vie d'excès. En fait, je connaissais ce type. Pas personnellement, mais via un groupe de discussion en ligne à Bangkok où l'on parle de fêtes, de conseils de vie, de voyages et de filles. J'ai parlé avec lui plusieurs fois. En 2 ans, il s'est sérieusement enrichi. Il est passé d'une moto à une Porsche Panamera, puis à une Lamborghini Aventador et d'une vieille maison à une villa. Son explication. L'investissement et l'échange de Bitcoin. Il est dans la nature humaine de se vanter de ses réalisations. Mais souvent, le fait de se vanter les place au centre de l'attention. Après avoir dirigé Alphabet pendant 2 ans, la valeur nette de Cazès était estimée à 20 millions de $. Il possédait de nombreuses maisons, des voitures de luxe et voyageait beaucoup. Cependant, nous n'avons pas su quel était son métier. Comment cela est-il possible ? Cazès avait une raison de faire de la Thaïlande sa cachette. Dans de nombreux pays, même en Asie du Sud-Est, la loi autorise le gouvernement à recueillir des données sur Internet pour protéger la sécurité nationale. Ce que l'on appelle l'interception légale. Acte autorisant les autorités à accéder à des communications privées, comme les appels téléphoniques et les courriels. C'est le cas dans de nombreux pays d'Europe. De nombreux pays bien développés, Singapour, à 100%. Mais en Thaïlande, nous ne disposons pas d'une telle loi. Et de nombreux pirates informatiques dans le monde savent que la loi thaïlandaise ne permet pas au gouvernement d'intercepter ou de recueillir des informations sur Internet. Pour eux, c'est le paradis. En 2014, la base de données de Sony Pictures Entertainment a été piratée par un groupe appelé Guardians of Peace. Des informations du personnel, des conversations par courriel et des films inédits ont été divulgués en ligne.
Les pirates ont été localisés à Bangkok, en Thaïlande. Le piratage de Sony Pictures est une affaire de classe mondiale. La Thaïlande est à l'origine des adresses IP qui ont attaqué Sony Pictures. Nous avons découvert que nous avions été piratés par des hackers étrangers. Toutes les adresses IP de l'attaquant provenaient d'une université et d'un hôtel de Bangkok. Ils ont compromis le serveur et ils ont utilisé ce serveur informatique pour pirater Sony Pictures. Nous avons plusieurs cas, pas seulement Sony Pictures. Nous avons été associés au piratage de systèmes d'autres gouvernements en Asie, en Europe et aux États-Unis. Des pirates informatiques étrangers se rendent en Thaïlande, compromettent et piratent le serveur. C'est ce que l'on appelle l'attribution de l'attaque. Cela va bientôt changer. Une nouvelle loi sur la cybersécurité a été promulguée en mars 2019. Elle donne aux agences cybernétiques de l'État un accès étendu aux données des internautes. Les activistes l'ont qualifiée de loi martiale numérique. Le profil LinkedIn d'Alexandre Cazès mentionne l'entreprise qu'il a fondée, EBX Tech. Cette société est inactive depuis janvier 2015, peu après le lancement d'Alphabet. Les forces de l'ordre pensaient qu'EBX Tech était une façade pour ses activités illégales. Voyons si un génie comme lui aurait fait ça. Il a fondé EBX Technologies en 2009 et était déjà millionnaire avant Alphabet. Le syndrome Breaking Bad. Breaking Bad est une série télévisée très populaire où le personnage évolue au fil de la série pour passer du statut de citoyen honnête à celui de criminel absolument horrible. Plus encore que l'argent, il y a l'excitation de faire ce métier et de réaliser à quel point vous êtes puissant. Ils deviennent dépendants de leur propre produit. Et ce produit n'est pas la drogue, mais le plaisir de gérer un site web illicite. Alphabet est un marché anonyme en ligne qui fonctionne de manière anonyme sur Internet. La navigation anonyme fonctionne à un haut niveau selon le principe suivant. Au lieu de parler directement au site web que je vais visiter, je parlerai à un intermédiaire, qui parlera à un intermédiaire, qui parlera à un intermédiaire, et ainsi de suite. Cela permet à des personnes de vendre des produits ou des services illégaux sans craindre d'être saisies ou identifiées. Peu importe dans quel pays vous vous trouvez, il serait très difficile de prouver que vous êtes la personne vendant quelque chose sur le dark web. Le dark web n'est accessible qu'au moyen de navigateurs anonymes. Les plus utilisés sont deux Onion routers ou Tor. Le premier lien est le téléchargement de Tor. Vous pouvez le télécharger gratuitement en ligne. C'est très simple, très facile à télécharger et à installer. En quelques secondes, vous pouvez utiliser ce navigateur. Sur Internet normal, l'Internet général que les gens connaissent, vous verrez .com, .net, .org. Sur le réseau Tor, nous ne voyons qu'une chaîne de caractères aléatoires, .onion. Il n'y a donc aucun moyen de suivre le domaine. Il s'agit simplement d'une chaîne de caractères aléatoires. Il est évident que ce site se trouve sur le réseau Tor. À l'origine, Tor était un produit dérivé du Bureau de recherche de la Marine, destiné à fournir un mécanisme permettant aux agents secrets et aux espions de communiquer anonymement avec le gouvernement américain. Avec le temps, les cas d'utilisation se sont multipliés.
Les journalistes en sont un bon exemple. Les journalistes effectuant des recherches sur un sujet dans un pays qui pourrait être considéré comme politiquement sensible. Nous devons pouvoir faire des choses qui pourraient être censurées par leur gouvernement. Le réseau Tor en lui-même n'est pas si dangereux. Vous pouvez partager des informations, il peut être non réglementé et non contrôlé. Mais il n'y a aucun moyen d'acheter des produits ou des services directement de Tor. Mais si l'on ajoute les crypto-monnaies qui offrent le même niveau d'anonymat et de confidentialité, soudain une véritable tempête est créée. Vous pouvez donc coter des produits et recevoir de l'argent pour ces produits, tout de manière anonyme. Les marchés du dark web n'acceptent qu'une seule forme de paiement, les crypto-monnaies. Le Bitcoin est la plus utilisée. Lorsque je travaillais sur le projet le plus important de ma vie, en 2013, j'essayais de comprendre comment je pouvais transmettre ces archives aux journalistes, comment ils pouvaient voir les choses en toute sécurité et sans contrôle. La question est de savoir si j'ai besoin d'un serveur d'infrastructure qui m'appartienne. La réponse est peut-être affirmative. Comment puis-je payer pour cela de manière anonyme alors ? Peut-être que quelqu'un comme moi a utilisé Bitcoin pour quelque chose comme cela. Il s'agit de 0,4 Bitcoin pour un passeport néerlandais. Au cours actuel du Bitcoin, cela reviendrait à environ 4 500 €, ce qui fait environ 10 000 pour un Bitcoin. Oui, nous acceptons toutes les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont définitivement le choix de paiement. Voici donc mon portefeuille Bitcoin. Et ceci me donne le code QR. Si quelqu'un veut m'envoyer des Bitcoins, il lui suffit de scanner ce code QR et il sera envoyé à mon adresse Bitcoin. Les Bitcoins seront donc versés sur mon compte. Bitcoin peut être utilisé pour de nombreuses choses et raisons légitimes. Mais c'est aussi le choix numéro 1 des personnes qui vendent des choses sur le dark web. Il n'y a aucun moyen de le tracer, de lier un portefeuille ou une adresse de crypto-monnaie à une personne. Traditionnellement, de nombreux crimes ont été appréhendés en remontant la piste de l'argent, car l'argent laisse toujours une trace. Supposons qu'il s'agisse d'un compte de dépôt. Le coupable le sait, la banque aussi, beaucoup de gens le savent, c'est traçable. Mais avec le Bitcoin, seul le coupable sait où est l'argent. Les transactions sur le site web étaient virtuelles, pas physiques. Les drogues échangées ou les données se trouvaient dans le nuage. Vous pouvez donc envoyer des millions de dollars à quelqu'un à l'autre bout du monde et recevoir des biens en retour sans que personne ne le voie ou ne le sache. La croissance des crypto-monnaies est directement liée à celle du dark web et aux services financiers qui y sont proposés. Près du 50% des transactions en Bitcoin impliquent des activités illégales sur le dark web. Alphabet n'est pas le premier marché du dark web à s'être rendu célèbre. En 2011, un marché du dark web appelé Silk Road a été créé. C'était le premier marché du dark web à utiliser à la fois Tor et Bitcoin. La vente de drogue et d'autres produits illicites sur le web remonte pratiquement aux années 90. Qu'est-ce qui a donc changé avec Silk Road ? Ce qui différenciait Silk Road, c'est qu'il cherchait à offrir ce que j'appellerais une plateforme d'anonymat de bout en bout. Elle combine l'anonymat du réseau grâce à l'utilisation de Tor, de sorte qu'un observateur ne peut pas savoir quelle machine se connecte à quel serveur pour effectuer ces transactions.
Silk Road était autrefois le plus grand marché du dark web au monde, proposant jusqu'à 14 000 listes de produits illicites. Il a changé le profil du commerce électronique sur le dark web et a servi de modèle à d'autres marchés du dark web. Silk Road a été démantelé par le FBI au bout de 2 ans. Son créateur américain a été condamné à prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. Nous nous sommes peut-être dit que la police avait montré qu'elle pouvait arrêter ces personnes et qu'il serait donc stupide de se lancer dans ce type d'activité, car nous pourrions nous faire saisir. Mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Les gens étaient convaincus qu'il y avait une demande de la part des clients et qu'il y avait une idée commerciale viable. Je pense que ce qui décrit le mieux la cybercriminalité, c'est l'offre et la demande. La demande sur le marché du dark web est énorme. En 2015, Alphabet a été lancé. Il est devenu 10 fois plus important que Silk Road en 2 ans. Pour celui-ci, nous avons besoin d'enregistrer un compte. Je vois qu'ils utilisent l'authentification PGP. Ils sont donc très axés sur confidentialité. Voyons voir si nous pouvons trouver un autre marché. Nous avons besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe pour celle-ci. Je pense que Alphabet était tout à fait unique, car s'inscrire et commencer était rapide et facile. Cela a certainement contribué à son succès. Au départ, ce n'était pas le plus grand site web. C'était un très petit site. Ils vendaient principalement des cartes de crédit et d'autres biens numériques. En 2015, Alphabet a fait la une pour avoir vendu des informations volées sur Uber et TokTok. Il s'agit d'un excellent exemple de vente en ligne d'un produit illégal, des données en ce cas. Et j'imagine que c'est à un prix très bas, car ces informations sont très nombreuses. Il s'agit donc d'une vente de quelques dollars par personne. Mais il y a beaucoup de comptes qui ont été vendus sur Alphabet, pas seulement Uber, mais aussi Netflix, Hulu. Je pense que les gens en achètent assez fréquemment car ce n'est pas considéré comme illégal, mais c'est quelque chose qu'ils veulent. Assez rapidement, il a été dominé par les drogues. Le premier vendeur sur Alphabet était probablement Alpha 02 qui vendait des numéros de cartes de crédit auxquels il avait accès. Progressivement, les affaires prenaient de l'ampleur, d'autres vendeurs se rejoignaient et il n'a pas dit non lorsque les gens ont commencé à vendre de la drogue. Alphabet prélevait une commission de 2 à 4% sur toutes les transactions, en gagnant environ 32 000 $ par jour. De 2015 à 2017, le site a gagné l'équivalent de plus d'1 milliard de dollars en crypto-monnaie. Il est très intéressant de se demander combien de personnes il faut pour gérer un marché sur le dark web. Et la réponse est généralement peu nombreuse. La plupart des personnes qui créent ces marchés ne sont pas des syndicats de la drogue, ni des criminels, mais des gens qui ont une très bonne formation en informatique. Il s'agit en fait de criminalité financière, ce qui est logique pour l'opérateur de la plateforme. Après tout, l'exploitation d'un site web est un travail d'informatique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les mêmes techniques de marketing que celles utilisées par des entreprises légitimes ou des réseaux sociaux comme Twitter ou Reddit. Ils ont même des consultants en réseaux sociaux qui font essentiellement la promotion de leur marque sur ces plateformes. La plupart des cybercriminels ont entre 18 et 25 ans. Ils peuvent donc être enclins à s'engager dans des activités illégales. Et ils n'ont pas peur de la loi. Beaucoup d'entre eux ne craignent rien et font preuve d'imprudence dans leurs expérimentations.
Un certain ego est présent au sein de la communauté. Le fait que le grand public ne comprenne pas bien la cybersécurité incite certains pirates informatiques à penser qu'ils ont presque des super-pouvoirs et qu'ils sont si doués que personne ne les trouvera. Il s'agit d'un groupe de criminels qui peuvent se sentir défiés. Ils croient que c'est amusant, un véritable jeu d'esprit criminel. Il faut que ce soit exaltant pour ces personnes, quelque chose qui procure un frisson, une sensation d'euphorie, pour ainsi dire. Dans le cas particulier du marché Alphabet et du nombre d'utilisateurs qu'il a atteint, le propriétaire a probablement ressenti un sentiment de réussite, d'être intouchable parce qu'il avait atteint un certain niveau. Ils ne m'ont pas trouvé jusqu'à présent. Ils ne m'attraperont pas. Au début, il ne s'attendait pas à ce que nous en sachions autant. Il était très intelligent. Il pensait que personne ne l'attraperait jamais, car il avait de nombreuses couches de sécurité. Des centaines de personnes ont travaillé sur cette affaire, pendant des mois, pour faire tomber une seule personne. L'opération Bayonette était une équipe policière formée par 10 pays avec le soutien d'Europol qui a enquêté et planifié le démantèlement d'Alphabet pendant 1 an et demi. Après 6 mois de surveillance, la police thaïlandaise était prête à capturer Kazes. L'auteur du crime était un expert en technologie, considéré comme le cybercriminel numéro 1. Il a été très habile pour échapper à la surveillance du FBI pendant longtemps, jusqu'à ce que nous le trouvions en commentant son crime en Thaïlande. Rassembler toutes les preuves contre l'auteur a été un véritable défi. La police thaïlandaise, les agents américains et les autres forces policières étrangères qui ont uni leurs efforts ce jour-là ont été soumis à une forte pression. Nous n'avions jamais enquêté sur une affaire de ce type. Normalement, nous nous contentons de suivre la trace des comptes bancaires et de certaines informations électroniques. Mais nous n'avons jamais eu à utiliser la technologie et à effectuer une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les 30 jours du mois. C'était une opération assez intense pour nous. Comment avons-nous pu y parvenir? Il fallait le prendre en flagrant délit, alors qu'il administrait le site web, car il n'était pas sur son ordinateur en permanence. Le fait de voir l'ordinateur portable de quelqu'un connecté au marché montre cette intention, que vous êtes en fait la personne qui administre ce marché. Les personnes qui utilisent les crypto-monnaies, Tor, prendront très certainement des mesures de sécurité supplémentaires sur leur ordinateur portable. Ainsi, si les forces de l'ordre arrivent, vous fermez votre ordinateur portable et cela devient une brique cryptée géante. Il n'y a rien de plus étanche que d'être connecté en tant qu'administrateur à un marché illégal. Vous êtes clairement impliqué. Les 10 pays étaient prêts ce jour-là, pas seulement la Thaïlande. Nous étions la première étape de l'opération. Nous craignions que, si nous échouions, tous les autres échoueraient également. Notre rôle était crucial. Nous avons dû adapter notre plan à la seconde près.
À quel moment allions-nous faire intervenir les forces? Et par quel côté devions-nous arriver? Et une fois qu'il sortira, qui l'arrêtera? Tout devait être sous contrôle avant que nous ne le mettions en détention. La police a orchestré un accident de voiture devant la maison de Casès. Lorsqu'il est sorti pour vérifier ses voitures, ils l'ont rapidement arrêté. Normalement, les gens mettent 5 secondes pour reprendre leurs esprits et réagir. Nous devions donc exécuter notre plan dans un laps de temps limité. S'il avait compris que nous venions pour lui, il aurait éteint son ordinateur et son téléphone. Tout devait être fait en 9 secondes. Nous devions procéder à l'arrestation et confisquer tous les appareils électroniques afin de nous assurer qu'ils ne pourraient pas se connecter à Alphabet via d'autres connexions. Mon travail consistait à assurer que nous parvenions à prendre le contrôle du site web d'Alphabet. Lorsque nous avons commencé à inspecter les appareils électroniques, comme l'ordinateur portable, nous avons découvert qu'Alexandre Casès avait caché le mot de passe clé, menant à ce qu'il appelait le portefeuille du site Alphabet. Ce mot de passe lui permettait de contrôler toutes les activités de l'administrateur sur le site web. Nous avons dû décrypter sa clé principale, une donnée essentielle que nous devions récupérer sur son ordinateur. La plupart des gens utilisent des mots de passe très simples comme mot de passe, je t'aime, baseball ou d'autres du même genre. Les personnes qui gèrent ces marchés utilisent des mots de passe difficiles à déchiffrer. Si vous pensez à une phrase de passe, pas un simple mot de passe, mais une véritable phrase, comme un passage d'un livre, cela devient soudainement très difficile à deviner. Tenter de déchiffrer l'un de ces mots de passe nécessiterait des ressources colossales. Il n'est même pas sûr que ce soit possible. Et décoder le cryptage lui-même est fondamentalement infaisable avec la technologie d'aujourd'hui. Le jour où nous l'avons trouvé, l'unité de lutte contre la cybercriminalité l'avait pris en flagrant délit. Il exploitait le site web en tant qu'administrateur. Nous étions convaincus, avec toutes les preuves en main, que nous avions arrêté la bonne personne. Alexandre Casès a été placé sous la garde de la police thaïlandaise. Il devait être extradé vers les États-Unis pour y être inculpé de 16 infractions pénales. Mais l'opération Baïonnette a été tenue à l'écart des médias. Pour les personnes extérieures, Alphabet avait tout simplement disparu. Les gens pensaient qu'Alphabet avait fait un exit scam, une arnaque de sortie. La plateforme existait toujours, mais il était impossible d'y retirer de l'argent. La raison pour laquelle la police a agi ainsi était d'inciter les utilisateurs d'Alphabet à se tourner vers un autre marché. Les utilisateurs d'Alphabet ont cherché un nouvel endroit pour échanger des biens. Ils se sont tournés vers une autre place de marché du Dark Web, Hansa. Mais l'opération Baïonnet avait également pris le contrôle de Hansa. Elle a recueilli des informations sur tous les vendeurs à partir des serveurs des deux marchés. Il s'agit d'une opération historique. Alphabet était environ 10 fois plus grand que Silk Road. Il s'agit de plusieurs serveurs de différents pays, de centaines de millions de dollars en crypto-monnaie et d'un trafic de drogue sur le Darknet qui s'étendait à toute la planète.
Une semaine après son arrestation, Alexandre Cazès est mort en détention d'un suicide apparent. Cela fait 2 ans qu'Alphabet a été clôturé. Une trentaine de marchés continuent de vendre de la drogue et des produits illicites sur le dark web. En 2018, le FBI et Europol ont formé des équipes dédiées à la lutte contre les crimes du dark web. La nouvelle loi thaïlandaise sur la cybersécurité permet au gouvernement d'accéder aux données et aux équipements informatiques. Elle autorise la surveillance du trafic Internet et l'accès à des données privées, y compris les communications, sans ordonnance du tribunal. Lolicandi, un groupe pédophile en ligne, a été créé en 2016, mais il est apparu pour la première fois sur le radar de la police en mars 2017. La police a trouvé environ 10 000 photos et vidéos partagées par plus de 8 000 membres. En l'espace d'un mois, les 4 administrateurs ont été arrêtés, y compris le créateur Wawan. Il a été condamné à 6 ans et demi de prison. Je ne suis pas un pédophile, je suis une personne normale. Seul Dieu et moi savons que tout cela n'est qu'un mensonge. J'ai été forcé d'avouer que j'avais des victimes, alors qu'il n'y en avait pas. Ce qu'ils ont fait est très contraire à l'éthique et à la morale, car ils ont partagé des photos de jeunes enfants dans le groupe, y compris des vidéos et des photos pornographiques. Shailendra avait déjà interviewé Wawan en exclusivité dans le cadre de son enquête sur l'affaire Lolicandi. Lorsqu'ils n'avaient rien à publier, ils partageaient des photos provenant d'autres groupes. Wawan a expliqué qu'il avait rejoint des groupes internationaux et en avait repris des photos pour les publier sur le groupe Facebook de Lolicandi. Ils ont principalement partagé des photos d'enfants prises dans des lieux publics, comme des plages ou des eaux, au sein de groupes. C'est très inquiétant. J'ai aussi lu plusieurs de leurs conversations. Dans le groupe, ils échangeaient des conseils sur comment aborder les enfants. J'ai commencé à utiliser l'Internet à l'âge de 8 ans. J'étais autodidacte. J'ai appris tout seul. J'étais un garçon introverti. Je préférais jouer avec mes gadgets plutôt que de rencontrer des gens. Quand j'étais enfant, j'adorais aller au cybercafé. J'aimais tellement cela que je marchais pendant 1 heure pour m'y rendre. J'y allais si souvent que je suis devenu moi-même opérateur de cybercafé. Je vivais là-bas. Il passait probablement beaucoup de temps dans le café. Wawan m'a raconté qu'il avait fini par essayer d'entrer dans le deep web et qu'il avait appris le terme pédophile. Il a été adopté et élevé par sa tante. Mais à cause de problèmes financiers, il n'a pas pu terminer l'école primaire.
Wawan était issu d'une famille marginalisée. Lorsque Wawan a fondé ce groupe, il était fier de lui car il était le leader du groupe et il pouvait contrôler de nombreuses personnes. Il était fier d'avoir de nombreux amis internationaux. Il est naïf. Il peut nier tout lien avec des abus et affirmer qu'il n'est pas pédophile, mais il a partagé des photos en sachant qu'elles montraient des enfants, y compris dans des vidéos explicites. Il a choisi d'ignorer cela, probablement pour pouvoir se vanter d'être l'administrateur du groupe. Mais il y avait beaucoup de pédopornographie sur Loli Candy. Pourquoi avez-vous continué? Je n'ai pas fait. Permettez-moi d'être franc. La question n'est pas de savoir si j'ai continué ou non. J'étais rarement actif. D'abord, il n'avait pas l'air de se sentir très coupable. Après, il s'est senti victime. Et finalement, il voulait préciser qu'il n'était pas l'auteur des faits, qu'il n'était pas pédophile. Depuis 2017, nous effectuons des cyberpatrouilles. Grâce à ces patrouilles, nous avons découvert un groupe Facebook nommé Loli Candy. Il publiait de la pédopornographie. Nous avions également reçu des rapports du public à ce sujet. Nous avons mené une opération d'infiltration axée sur ces rapports. Loli Candy est l'une des affaires les plus importantes que nous ayons découvertes récemment. Tout d'abord, l'auteur, Wawan, est indonésien, mais il faisait également partie de l'équipe administrative d'autres groupes pédophiles, eux-mêmes affiliés à des groupes internationaux. Au début de notre enquête, le groupe Facebook comptait environ 6000 membres. Après une semaine d'enquête, nous avons été choqués de découvrir que le nombre de membres était passé à 8000. Il y avait environ 10 000 photos et vidéos. Nous avons été véritablement choqués lorsque nous avons découvert le groupe Facebook Loli Candy et l'ampleur qu'il avait prise en diffusant des données, des informations, des photos et des vidéos d'enfants. En tant que parents, nous étions certainement inquiets. Facebook n'était pas leur seul moyen de communication. Ils ont également créé d'autres groupes sur WhatsApp et Telegram. Notre enquête nous a permis de découvrir que des personnes d'une quarantaine de pays avaient été ajoutées au groupe WhatsApp. Il y avait environ 11 groupes sur WhatsApp et Telegram et l'un des groupes de Facebook d'Indonésie comptait plus de 8000 membres. Les membres de Loli Candy étaient actifs dans plusieurs groupes WhatsApp. WhatsApp limite chaque groupe à un maximum de 256 membres. Facebook ne limite pas le nombre de membres d'un groupe, ce qui permet à des milliers de membres de s'y joindre. Sachant que Facebook censurerait le contenu qu'il téléchargeait et interdirait les comptes affichant du contenu vulgaire, ils sont passés à WhatsApp. Par rapport à Facebook, le contenu du groupe WhatsApp était plus vulgaire.
Ils n'hésitaient pas à partager des photos et des vidéos réelles. Combien pour voir plus d'elle? 2 $. Ok, transféré. Ces applications, telles que WhatsApp et Telegram, permettent à l'utilisateur de communiquer dans un environnement privé et sécurisé. Dans ce cas, ils peuvent créer des groupes de discussion qui sont cryptés de bout en bout et partager facilement les informations dans un environnement privé et sécurisé. Les preuves restent sur votre propre appareil, sur l'appareil du client. Et évidemment, dès que vous effacez la preuve, celle-ci peut être définitivement supprimée et détruite. Il n'y a aucun moyen de les récupérer. Nous ne conservons pas les données, sauf en cas de demande valable, avant que l'utilisateur ne les supprime. Nous signalons tous les cas apparents d'exploitation d'enfants. Lolicandi était censé être un groupe d'animes. Nous discutions des spoilers de jeux, d'animes et des émissions qui passaient à la télévision à ce moment-là. Je n'étais pas le créateur original. Après un certain temps, le compte a disparu. Les anciens membres m'ont demandé de créer un nouveau groupe. Wawan, âgé de 25 ans, a recruté en ligne ses amis Didi, 22 ans, ainsi que Tidé et Sia, tous deux âgés de 17 ans, pour être co-administrateurs du nouveau groupe. Sia et Tidé étaient mineurs. Wawan était connu comme le cerveau et l'administrateur principal. Sia était son assistante, une femme, et contrôlait les activités des membres. Tidé et Didi étaient des membres et des administrateurs du groupe qui téléchargeaient régulièrement des vidéos et des photos. Ils ne se sont jamais rencontrés dans la vie réelle. Peut-être que Sia aimait Wawan et pensait que, puisqu'il était son petit ami, elle devait lui obéir. Elle a peut-être senti que quelque chose n'allait pas, mais elle a accepté car son petit ami était également impliqué. C'était juste pour s'amuser. Sia était-elle votre petite amie? Non, c'était une amie proche. Je l'ai connue sur Facebook. Plus j'apprenais à la connaître, plus nous étions en contact grâce aux animes. Ok, demande FB envoyé. Accepté. T'aimes l'anime? Toi aussi? Grave? T'aimes quoi? Tu regardes quoi en ce moment? On parle d'anime et d'OST dans mon groupe. Ok, je peux rejoindre? Je l'ai donc invitée à rejoindre le groupe, pensant qu'elle pourrait l'améliorer et le rendre plus actif. Mais elle s'est retrouvée mêlée à tout cela. Quelqu'un a fait un commentaire, les gens l'ont flattée gentiment et elle s'est laissée emporter. Peut-être lui a-t-on demandé de télécharger ce genre de contenu. À l'époque, Tidé m'avait demandé de le nommer administrateur. Frérot, je me fais chier. T'as lancé un nouveau groupe? Oui, je viens de le créer. Mets-moi admin, frérot. Tidé était peut-être plus actif, puisqu'il avait du temps libre après l'école.
Il pouvait en profiter pour gérer le groupe. La première personne que j'ai nommée a été Iluinaya, Didi. Il est devenu administrateur car nous étions très proches. Nous nous sommes rencontrés sur le Deep Web indonésien. Y a des groupes sympas ou quoi? Tu fais quoi là? Je viens de lancer un nouveau Lolicandi. Regarde ton FB, je t'ai envoyé une invite pour être admin. Dans le groupe, il était très intéressé par les animes et les bandes originales d'animes. Le Deep Web fait référence à tous les sites web que les moteurs de recherche, comme Google, ne peuvent pas trouver. Cela inclut toutes les bases de données des utilisateurs et le stockage en nuage. De nombreuses demandes ont été formulées pour créer un deuxième groupe. Wawan affirme avoir créé le groupe Lolicandi pour discuter d'animes. Il maintient qu'il n'a jamais eu l'intention d'y inclure des contenus pédopornographiques. Lolicandi officiel, 18 ans et plus. Que signifie 18 ans et plus? Un filtre pour ceux qui rejoignaient le groupe. Uniquement les adultes. Aucun adolescent n'était autorisé à poster. Ainsi, les membres souhaitant discuter de pornographie étaient adultes. Nous avons instauré la règle que les messages pornographiques soient postés entre 22h et le matin. L'article 4, paragraphe 1 de la loi indonésienne contre la pornographie interdit la production et la distribution de matériel pédopornographique. Malgré cela, les données Interpol et de la police nationale montrent que 25 000 cas d'activités pédopornographiques ont lieu chaque jour en Indonésie. Nous avions déjà créé un deuxième groupe, mais de telles règles n'existaient pas dans le premier groupe. Nous étions déjà fatigués de traiter avec tels membres. Nous ne pouvions pas l'éviter. Ils téléchargeaient des photos d'enfants nus avec des parties floues, des vidéos pornographiques, des javets, des vidéos pédopornographiques aussi. Nous n'autorisons pas les contenus qui exploitent sexuellement les enfants ou les mettent en danger. Ne publiez aucun contenu à caractère sexuel impliquant des mineurs, ni de mineurs présentés dans un contexte sexuel ou fétichiste. Mon portable a été endommagé. Je n'ai donc pas pu surveiller le groupe. Au cybercafé, je me connectais rarement à Facebook, car j'étais occupé par des jeux à ce moment-là. Je n'avais pas de temps à consacrer à Facebook. Je ne m'occupais pas de ce genre de choses. J'étais déjà fatigué d'expulser des gens. Cela dérangeait mon travail. Je travaillais la nuit. Je me reposais la journée. Mais j'étais interrompu à cause de cela. Quelqu'un disait sur WhatsApp, c'est un post Facebook. Quelqu'un a fait ceci et cela. Les gens m'en parlaient tous les jours. J'étais fatigué et je les ai laissés faire. Vous avez géré le compte de Lolicandi tout en travaillant dans un cybercafé? Oui. J'ai également créé le groupe au cybercafé. Lorsque j'ai commencé à le surveiller, je me suis dit que ce n'était pas normal. J'expulsais quelqu'un, mais ils avaient de nombreux comptes clonés et continuaient à poster sans arrêt. Nous en avions assez de les expulser chaque jour. Pourquoi avez-vous continué avec le deuxième Lolicandi? J'y trouvais généralement des références. J'ai donc créé des liens de jeu, mais j'ai utilisé ADS, la publicité AdFly, et cela m'a rapporté de l'argent. Les membres de Lolicandi s'échangeaient de la pédopornographie à l'aide de liens raccourcis. Lorsqu'ils cliquaient sur ces liens, les membres étaient redirigés vers une publicité. Ils étaient payés au clic. Chaque visite sur le site leur rapportait 1 ou 2 roupies indonésiennes, soit moins d'1 centime américain. Ils pouvaient gagner l'équivalent de quelques dollars par mois, juste assez pour un forfait de données prépayé. Un autre administrateur partageait des photos et vidéos contre une recharge mobile, l'équivalent de 2 ou 3 dollars à peine. À mon avis, les intentions des membres étaient mitigées. Quelqu'un qui avait des problèmes financiers pouvait partager de nombreuses photos, tandis que d'autres le faisaient pour des raisons de satisfaction sexuelle.
Êtes-vous intéressé par les enfants? Non, pas du tout. J'étais curieux, mais je ne m'y intéressais pas vraiment. J'étais seulement curieux parce que dans la vidéo que j'ai vue, l'enfant semblait avoir déjà reçu un enseignement. Elle n'avait pas peur. Les enfants sont innocents. Si quelqu'un leur demande de faire quelque chose, ils ont généralement peur. Mais j'avais vu le contraire. J'ai lu que 6 enfants ont été vos victimes. 3 d'entre eux ont admis que vous les aviez approchés. À l'époque, j'étais forcé. Honnêtement, c'est la vérité. On m'a forcé à avouer. Et quand j'ai demandé des preuves informatiques, il n'y en avait pas. Cela n'a même pas été mentionné dans le procès. Vérifiez si vous ne me croyez pas. Il n'y avait aucune preuve informatique dans le procès pour prouver que j'avais une victime. C'est l'un de vos messages. C'était l'un de mes comptes dupliqués. Beaucoup ont prétendu être moi. Mon compte original n'utilisait pas de vraies photos. Je n'utilisais que l'icône de mon ancien jeu. Wawan affirme qu'il n'est pas responsable des multiples comptes Facebook liés à son pseudonyme. Nos preuves démontrent clairement le contraire. En plus de partager et de créer des photos et des vidéos, il a également agressé les enfants. Notamment sa voisine et sa nièce. Il a attiré les enfants pour qu'ils jouent avec lui avant de les tripoter et de les pénétrer sexuellement. La loi indonésienne sur la protection de l'enfance définit un enfant comme toute personne de moins de 18 ans. En 2016, le pays a adopté des lois controversées autorisant la castration chimique et la peine de mort pour les auteurs de violences sexuelles sur mineurs. Pourtant, des rapports indiquent que l'Indonésie compte le plus grand nombre de cas de pédophilie en Asie. Les destinations touristiques en Indonésie sont souvent qualifiées de paradis pour pédophiles. L'UNICEF Indonésie a déclaré qu'il y avait 40 000 victimes d'exploitation sexuelle d'enfants chaque année entre 2010 et 2015. C'est très inquiétant. Je ne sais pas ce qui fait de l'Indonésie un refuge pour les pédophiles. L'éducation sexuelle est encore taboue en Indonésie. Il est difficile d'expliquer qu'un abus sexuel peut se produire même dans le cadre d'une interaction avec des étrangers. Le gouvernement doit également sensibiliser la population à ce sujet et faire appliquer la loi. Nous ne sommes pas assez vigilants. La pédophilie est un cas d'urgence en Indonésie. Nous devons être sérieux dans la manière dont nous traitons le problème. La communauté doit faire preuve d'une plus grande vigilance et sensibilité. Les enfants doivent oser dire non et être courageux. Si cela se produit, ce n'est pas le moment d'être poli avec les invités. Lorsque vous les rencontrez, ils sont généralement très agréables et très éloquents. Vous ne sauriez pas qu'ils ont molesté et abusé d'enfants si personne ne vous le disait. C'est exactement le genre de qualités qui font qu'un enfant s'attache à une telle personne, parce qu'il ne semble pas du tout menaçant. C'est le mode de fonctionnement. En étant si amical, chaleureux,
accessible et digne de confiance, les parents confient leurs enfants à ces individus qui profitent alors d'eux. Il y a donc une certaine personnalité, une certaine présentation que ces individus ont développée et qui a fonctionné à leur avantage. Tout cela fait partie d'un processus de conditionnement, où la personne entre en contact avec vous dans le but de vous exploiter entièrement. Les membres parlaient de devenir des enseignants de maternelle pour obtenir des victimes plus facilement. Lorsque les enfants ont fini de faire de l'exercice, par exemple, ils pourraient prendre plaisir à sentir leur sueur. En fait, ils s'exhibent en disant des choses comme « j'ai réussi à obtenir une photo de mon voisin » ou « j'ai partagé une photo de mon neveu ou de ma nièce ». Et il s'agit bien de leur propre famille. Ils ont même utilisé la violence et l'ont enregistrée pour la partager entre eux. Nous pensons parfois que les pédophiles sont uniquement des hommes. En réalité, les femmes peuvent également être pédophiles. Elles peuvent prendre plaisir en ayant des relations sexuelles avec de jeunes garçons. Il n'y a pas que des jeunes filles. Les jeunes garçons peuvent être victimes aussi. Sia a reconnu faire partie du groupe, mais elle a nié avoir partagé des photos d'enfants. Elle a déclaré ne pas être attirée par les jeunes enfants, mais plutôt par Wawan. La pédophilie peut être due à des facteurs génétiques, mais il existe aussi des facteurs environnementaux. Un facteur génétique est un élément qui affecte le développement psychosexuel. Cela rend une personne plus attirée par les enfants et les ciblant ainsi. Les facteurs environnementaux peuvent être par exemple une ancienne victime qui se transforme en agresseur et qui est poussée à se venger, ou la pression exercée par ses pairs et son entourage. Parfois, en cas d'exploitation ou de violence sexuelle, les auteurs sont traités, mais les victimes sont oubliées. Lorsqu'une blessure n'est pas soignée rapidement, la cicatrice déforme la peau. Une déformation sur le plan psychologique peut devenir quelque chose de complexe plus tard. Et cela peut les transformer en agresseurs dans le futur. Cela inclut Wawan, qui a dit la même chose. J'avais 7 ans lorsque j'ai été victime d'abus sexuels. C'était un voisin. Je passais devant sa maison chaque fois que j'allais à l'école. J'avais peur. Je n'en ai parlé à personne parce qu'il y avait des menaces. Cela ne serait pas arrivé si je n'étais pas passé devant sa maison. Donc, je me suis tu. J'avais du mal à parler aux gens, alors j'ai gardé ça pour moi. L'Indonésie compte parmi les pays ayant le plus grand nombre d'utilisateurs d'Internet au monde. WhatsApp et Facebook figurent parmi les 3 principales plateformes de réseaux sociaux. L'Indonésie se classe au 4e rang mondial pour le nombre d'utilisateurs de Facebook. Ce groupe utilise les réseaux sociaux dans le but précis pour lequel elles ont été créées. Ils ont besoin de se communiquer avec les gens. Ils utilisent la même stratégie. Ils créent un profil, puis des groupes et invitent d'autres personnes partageant les mêmes idées à les rejoindre et à partager des informations. De nombreux outils sont facilement accessibles et disponibles publiquement. Il est évident que la plupart des dirigeants de ces syndicats possèdent des connaissances en informatique, connaissent ces plateformes et sont capables de les utiliser à mauvais escient pour commettre des délits.
Ne saviez-vous pas que la pédopornographie est un crime ? Au début, je ne le savais pas. Je pensais qu'il s'agissait d'un nouveau type de pornographie. Je n'en ai entendu parler que pour la première fois à l'époque. Quand j'ai su que c'était un crime, j'ai voulu quitter le groupe. Au moment où j'allais partir, j'ai été arrêté. J'utilise les réseaux sociaux tous les jours, une fois que j'ai envoyé mes enfants à l'école et après que mon mari soit parti au travail. Rhys Rona est membre du groupe Facebook Fun Fun Saint-Ilicious, composé d'autres mères au foyer pour échanger des histoires et des conseils. Sur SeaWorld.com, quelqu'un a parlé d'un groupe nommé Lolly Candy. Je l'ai partagé avec mon groupe Fun Fun Saint-Ilicious. Je leur ai dit qu'il y avait un groupe qui ciblait les enfants. Au début, mes amis n'y ont pas cru. Ils pensaient que j'étais trop paranoïaque et craignaient que je diffuse une fausse nouvelle. Il y a beaucoup de fausses nouvelles en Indonésie. Notre équipe de vérificateurs de faits doit vérifier 5 fois par jour si une nouvelle est vraie ou non. Vous vous rendez compte ? En un mois, cela pourrait représenter 150 millions. C'est énorme. 4 d'entre nous ont donc rejoint le groupe Lolly Candy pour vérifier s'il était vrai ou non. J'ai été choquée la première fois que j'ai vu le groupe, car il comptait des milliers de membres. Il y avait des photos d'enfants nus. Ils partageaient des photos d'enfants âgés de 9 mois à 10 ans. Ce qui était choquant, c'est qu'ils visaient enfants au-delà de leur quartier. Ils prenaient également des photos sur les comptes des réseaux sociaux d'autres personnes et faisaient des commentaires sexuels. L'une des conversations auxquelles j'ai assisté portait sur la manière d'éviter les saignements lors du viol de jeunes filles mineures ou comment empêcher les enfants de le dire à leurs parents. Je publiais souvent des photos de mes enfants sur mon compte, mais depuis cet incident pédophile, j'ai cessé de le faire. J'ai réglé les photos en mode privé pour que seul mon mari et les membres de ma famille puissent les voir. Nous avons recueilli des captures d'écran, des photos d'enfants, de leurs victimes. Nous avons été soulagés et reconnaissantes que la police ait pris nos inquiétudes au sérieux. Il y avait aussi une autre règle choquante dans le groupe. Il devait prouver que les photos et les vidéos qu'il partageait étaient des contenus originaux. Tidé, l'un des administrateurs du groupe Lolly Candy,
avait prouvé qu'en partageant des photos et des vidéos originales, vous pourriez obtenir une réponse massive de la part des membres et devenir un membre populaire du groupe. La participation au groupe n'implique pas seulement le partage de contenu, mais aussi des interactions, du troc et de la communication pour montrer que l'on est actif. Et s'ils ont des photos, ils doivent inclure la localisation dans les légendes pour convaincre les gens que les photos sont réelles et éviter d'être expulsés du groupe. Les membres devaient toujours prouver que les vidéos ou les photos qu'ils partageaient étaient originales en écrivant le jour, la date ou le nom de la personne à qui ils voulaient les envoyer. Cette étape permet de prouver que la vidéo a été enregistrée par eux et qu'elle n'a pas été prise sur d'autres sites de réseaux sociaux. Facebook est très strict en ce qui concerne le filtrage des messages. À cause de cela, ils ont utilisé certains codes. Par exemple, le terme SP, child porn. Il s'agit d'une dissimulation afin que le terme vulgaire ne soit pas révélé. Mais il y a toujours des interactions sexuelles. Ils l'interdisent car elles seront automatiquement interdites par Facebook. L'autre principe est de censurer le contenu très vulgaire, comme masquer les tétons ou parties intimes avec une couleur ou des émoticônes. Vous ne pouvez pas non plus partager de liens bleus, c'est-à-dire des liens actifs qui deviennent automatiquement bleus lorsqu'on les poste. Mais l'instruction donnée est la suivante. Si vous voulez partager des liens, comme mega.nz, il faut écrire méga espace nz avec un espace pour que le lien ne devienne pas bleu. Prenons un exemple d'URL. Si cette URL contient un mot-clé, le logiciel le signalera. Toutefois, si l'URL est raccourcie, le mot-clé n'est plus présent et le logiciel en question ne pourrait pas le détecter. Actuellement, le moteur de recherche et les informations qu'il indexe ne représentent que 5% de l'ensemble de l'Internet. Il reste donc ce que nous appelons le Deep Web et le Dark Web. Le Dark Web est une partie cachée de l'Internet. Il est évident qu'ils doivent disposer d'une plateforme des réseaux sociaux, car ils doivent informer les autres membres des informations disponibles sur le Darknet. Quel âge a-t-elle? J'adore ça. En avez-vous d'autres? Ils stockent les photos ou les vidéos non censurées sur des sites spéciaux. Les membres qui souhaitaient obtenir la version complète, après avoir regardé la vidéo censurée, contactaient l'administrateur, qui leur fournissait le lien. Le nombre de membres de Lolicandi a rapidement atteint 7000, car les sites fournis par Wawan et d'autres, stockant des vidéos non censurées, avaient une sécurité par feu faible. Il n'est pas nécessaire de cliquer à plusieurs reprises sur le serveur pour accéder au domaine et arriver sur le site principal. Dans le cadre de son enquête, la police indonésienne s'est infiltrée pour tenter d'accéder au groupe Facebook de Lolicandi. C'était un défi pour nous. Et nous ne pouvions pas rester sous couverture très longtemps, car nous n'aurions pas pu partager les vidéos ou les photos qu'ils demandaient aux membres.
Alors, pendant que les 4 administrateurs nous approuvaient en tant que membres, nous avons préparé des excuses pour gagner du temps tout en cherchant des informations sur les auteurs. Nous avons demandé l'aide de Facebook pour tracer et fournir des informations. Nous avons vérifié si le compte était réel ou anonyme en termes cybernétiques. Mais nous avons découvert qu'ils avaient inclus leur vrai numéro de téléphone portable. L'inclusion des vrais numéros de téléphone portable a aidé la police à identifier les vrais comptes. À partir de là, ils ont pu localiser les suspects et réussir un indice. Wawan avait posté la photo d'un enfant de 5 ans sur le groupe Facebook Lolicandi. Wawan a pris des photos de son voisin. Il a photographié un enfant et a partagé la photo dans le groupe. Cela a permis à la police de le localiser grâce à la moto visible sur la photo avec son numéro de plaque lisible. Nous avons décidé de nous diviser en 4 groupes pour les arrêter ensemble. C'était un défi. D'après les discussions que nous avons eues récemment, nous avons réussi à identifier les 4 personnes impliquées dans l'affaire Lolicandi, que nous arrêterons bientôt. Ils se trouvent tous les 4 à des endroits différents. Notre analyse nous a permis de découvrir que nous devions les arrêter simultanément et ne pas le faire séparément à des jours différents. Car d'après notre recherche, ils ont un ordre. Si quelque chose se produit, ils fermeront tout et nous perdrons toutes les données dont nous avons besoin. À l'époque, nous avions trouvé un voisin qui nous avait dit que Wawan pourrait se trouver dans une certaine maison. Nous avons alors revu la photo de Wawan sur Facebook et nous nous sommes aperçus qu'il y avait un bâtiment qui correspondait à celui de la photo. Cette photo nous a prouvé qu'elle avait été prise depuis la maison de Wawan. Wawan disposait d'un solide réseau dans sa région. Il a été prévenu que quelqu'un le recherchait. Il a donc mis à jour son statut en indiquant cela. Il a posté « Si tu es vraiment mon ami, sois franc. Pas besoin de me chercher ?» Grâce à cette mise à jour, nous étions certains que la maison était bien celle où se trouvait Wawan. Les réseaux sociaux sont une fois de plus tombés entre des mains irresponsables. Un groupe sur Facebook a invité ses membres à partager des contenus pornographiques. La police a arrêté 2 pédophiles et 2 auteurs pour avoir distribué les vidéos. L'un d'entre eux est une jeune fille de 17 ans. Ce site a été créé en septembre 2016. Il comptait 7449 membres. Il y avait d'autres groupes, en dehors de Facebook et WhatsApp. Et ils avaient stocké les photos, directement sur leur téléphone portable. Pour les membres en dehors de l'Indonésie, nous avons contacté des organismes chargés de l'application de la loi, comme le FBI. Le FBI a trouvé des membres de Lolicandi dans 63 pays et transmis l'info aux autorités. Jusqu'à 17 suspects ont été arrêtés au Salvador, au Chili et au Guatemala. Nous avons réussi à mettre la main sur 3 téléphones portables de Wawan et sur un certain nombre de clés USB. Nous y avons trouvé environ 2000 fichiers, photos et vidéos liés à la pédopornographie.
les 4 administrateurs de Lolicandi ont été condamnés pour diffusion de contenu inapproprié, en vertu de la loi sur les informations et transactions électroniques. En raison du délai entre les faits présumés et les poursuites, Wawan n'a pas pu être inculpé d'abus sexuels sur enfants. Le groupe Lolicandi a été supprimé par Facebook. Mais d'autres groupes continuent de prospérer, dont beaucoup sont constitués d'anciens membres de Lolicandi. En 2018, la police indonésienne a supprimé un nouveau groupe Facebook Lolicandi.